Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 26. Aujourd'hui, menu spécial directeurs commerciaux. Ils partageront avec nous les coulisses de leur métier, bien évidemment, et nous aideront à comprendre comment ils différencient leur marque dans les agences, comment ils animent les réseaux et font respecter les référencements, quelles sont les politiques de formation pour leurs équipes et pour les agences de voyage. Et bien évidemment, comment ils affrontent la montée en puissance des outils de package dynamique. Pour ce faire, nous accueillons autour de cette table Stéphane Lecause. Stéphane, bonjour. Tu es donc directeur commercial de TUI France, TUI France, pardon, excuse-moi, TUI France. Patrice Arezina, tu diriges l'équipe commerciale de Visiteurs. Guillaume Linton, directeur commercial d'Asia. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Jamel Chandoul, directeur commercial d'Amadeus France. Ma première question sera pour Guillaume, non pas parce que tu es le plus vieux d'entre nous. Je voulais savoir, Guillaume, ce qui a changé pour le métier de directeur commercial tourisme ces dernières années. Alors tout d'abord, le métier de directeur commercial, c'est un métier à géométrie variable, selon le Théo considéré. Et d'abord, je vous rassure, il n'y a pas que des hommes directeurs commerciaux. Tu me rassures. Il y a évidemment des femmes de premier plan, qui sont également directeurs commerciaux, Théo, qui n'ont pas pu être là. Mais sachez-le, on est sur un métier plutôt équilibré, d'une certaine équité. C'est un métier à géométrie variable au sens où, évidemment, nos structures de taille différentes, d'enjeux différents, de marques évidemment très différentes, fait que le métier n'est pas le même chez tout le monde. Pour autant, un directeur commercial est quelque part un peu un couteau suisse du Théo. Le directeur commercial doit être à la fois l'interface des réseaux, évidemment, celui qui sera garant de l'animation de la stratégie commerciale une fois le référencement obtenu auprès des réseaux de distribution. C'est ensuite le leader et l'animateur de l'équipe commerciale. C'est un directeur commercial sans son équipe, sans ses commerciaux sur le terrain, sans ses relais à la réservation, sans l'ensemble de ses équipes B2B ou B2C, évidemment, ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ensuite celui, j'ai envie de vous dire, qui, au sein du comité de direction, est garant de la stratégie commerciale, marketing également par moment, pour s'assurer la performance de son réseau auprès de l'ensemble de ses canaux de distribution. D'accord. Mais qu'est-ce qui a changé, Stéphane ? Alors, je valide complètement ce que Guillaume vient de dire sur la notion d'animation, effectivement de performance. Ça, je dirais que c'est les basiques d'un directeur commercial. Je réinsiste lourdement sur la notion d'équipe. Alors particulièrement chez TUI, puisqu'on est, je dirais, le résultat d'une fusion au sens propre du terme, puisque en 5 ans, on a vécu, j'allais dire subi, mais vécu pour positiver 2 fusions avec, je dirais, un rassemblement qu'on n'aurait pas imaginé de marques très très fortes, que sont Nouvelles Frontières, Marmara, et plus récemment Passion des Îles, Aventuria, Look Voyage, Vacances Transat, enfin, c'est considérable, et derrière tout ça il y a des gens. Donc aujourd'hui il y a cette notion effectivement d'équipe qui est fondamentale, 22 commerciaux, 4 directeurs régionaux, alors certainement qu'on a la structure en France la plus importante, mais juste pour compléter ce que dit Guillaume, moi dans l'évolution de mon métier, ce qui a énormément changé, alors ça se voit de 2 manières, c'est la présence du groupe TUI, c'est un groupe de 70 000 collaborateurs, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça paraîtrait, une entreprise familiale, ça paraît comme ça assez abstrait, mais au quotidien c'est vraiment présent. Puisque on est, et particulièrement en ce moment, on est dans un groupe qui a une marque unique aujourd'hui, qui est TUI, avec une complexité, j'y reviendrai peut-être plus tard, c'est qu'il faut l'imposer sur le marché français, ça ce sera probablement un autre sujet, complètement, et que c'est un groupe financier, c'est un groupe qui est coté en bourse, et ça, je pense que Jamel peut le comprendre aussi, et je dis ça avec beaucoup de respect pour mes collègues, mais qui ont des entreprises de taille différente à gérer. L'aspect financier et l'aspect, je dirais, coté du groupe, au quotidien, a un impact. Plus de pression ? Plus de pression, on ne dit pas forcément ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut.
La notion d'utilisation de la marque est très touchy, et des fondamentaux de la marque, de ce qu'ils veulent en faire en tous les cas. Et puis il y a l'aspect purement financier, c'est-à-dire que je pense que, et c'est ça qui a changé dans le métier, je reçois tous les matins une quinzaine de mails uniquement sur ce qu'on appelle les KPIs, c'est-à-dire tous les chiffres en fait de l'entreprise. D'accord. Donc ça, voilà, c'est à mon avis et à mon niveau, c'est ce qui a vraiment terriblement changé. Tu as les mêmes contraintes, Jamel, dans un groupe international? Tout à fait. L'aspect financier, effectivement, est très important, parce qu'effectivement, nous sommes cotés aussi en bourse, dans l'IBEX à Madrid. Et donc ces aspects-là sont très importants. Ce qui a beaucoup changé pour moi aussi, je pense. Alors moi, ça fait pas très longtemps, je dirais relativement pas longtemps que je suis sur le marché français. Mais en tout cas, plus globalement, ce qui a changé, c'est aussi l'environnement dans lequel on travaille. Donc le métier, je pense, reste fondamentalement le même, puisqu'on est là au service des clients. On est là pour que nos clients soient contents, continuent à acheter chez nous, à consommer chez nous, gagner de nouveaux clients, c'est notre objectif ultime. Et assurer des revenus et de la profitabilité pour le groupe. Donc ça se passe par effectivement des équipes commerciales. Moi aussi, c'est vrai que je compte beaucoup sur les équipes commerciales. Je pense que fondamentalement la structure du métier n'a pas beaucoup changé, puisqu'on a les gens sur le terrain, la télévente et après les équipes support qui s'occupent de l'administration des ventes au sens large. Maintenant, ce qui change beaucoup, c'est le client. Les clients, la digitalisation qui a un impact certain sur la manière dont fonctionnent nos clients. Quand tu dis le client, c'est le client final, c'est pas le client à agence de voyage. C'est le client final, mais au travers de ce client final, les agences de voyage qui le servent et les tours opérateurs qui le servent, parce que ils évoluent. Ils sont plus à évoluer par l'évolution du client qui demande beaucoup plus de digitalisation, qui veut pouvoir acheter n'importe quand, n'importe où. Donc ça implique d'être présent dans les réseaux sociaux, sur les mobiles, etc. etc. Et donc notre métier, en tout cas le mien, en tant que directeur commercial, c'est non seulement de fournir du contenu pour pouvoir construire des voyages, que ce soit de l'aérien, de l'hôtellerie, du ferroviaire, du transfert, etc., etc., mais aussi des solutions technologiques pour le vendre, pour l'assembler, pour le diffuser, pour acquérir le client, etc. etc. Et c'est les attentes qu'ont mes clients. Et donc cette évolution, je la sens, il y a beaucoup, il a un impact sur la manière dont nous on doit fonctionner et aussi les capacités et les compétences de mes commerciaux qui doivent devenir beaucoup plus IT, beaucoup plus technologiques, beaucoup plus digitaux pour répondre à cette demande, beaucoup plus IT. D'accord. Il y a aussi l'évolution du marché qui a un impact sur la manière dont on fonctionne puisqu'il y a beaucoup de consolidation. Au niveau, on reviendra peut-être dessus, mais il y a de la consolidation au niveau des clients, des réseaux, de distributeurs et au niveau des producteurs, donc vidéo, mais aussi de la consolidation dans le sens où les distributeurs font de la production eux-mêmes et les producteurs distribuent aussi eux-mêmes. Donc voilà. C'est un peu le bazar votre métier là. Disons que ça évolue. Je dirais pas que c'est le bazar, ça évolue de manière structurée mais très rapide à cause du client justement. Voilà. C'est ce que tu ressens, Patrice? Oui, complètement. Alors sur le métier de directeur commercial, moi c'est un métier que je découvre depuis quelques années, donc je suis encore dans cette phase d'apprentissage, donc j'évolue sûrement avec l'évolution du job de directeur commercial. Je vois deux grands rôles dans le directeur commercial, en tout cas dans une boîte comme la nôtre qui a l'inverse de Stéphane, est pour le coup une entreprise familiale, créée en 1986 par Didier Rabault et Didier Blanchard. Donc la stratégie, c'est nous qui l'écrivons. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'exercer une fonction où j'ai mon mot à dire avec les équipes de production, avec les équipes de transport, avec le service groupe, avec les dirigeants bien évidemment, Didier. Voilà, donc premier rôle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être performant dans les 3 ans, les 5 ans à venir. Même si on ne peut rien garantir, il faut essayer d'écrire une feuille de route qui soit adaptée à l'évolution du marché. En sachant que cette évolution du marché, elle est difficile à analyser, à appréhender, en tout cas dans les moindres détails. Donc il y a ce premier rôle-là, et puis le deuxième, c'est le directeur commercial dirige son équipe commerciale, ses équipes de commerciaux sédentaires également, les équipes de résa. Donc il y a un rôle de chef d'orchestre, il faut un certain leadership. Donc c'est un métier compliqué, et puis on voit qu'au travers... au-delà du marché du tourisme qui évolue, le rôle de manager évolue. On n'est plus dans un management dans les années 60 ou 70 où on met la pression en tapant sur ses commerciaux. Je crois que les commerciaux sont là pour véhiculer une image de marque, aller chercher des ventes. Mais si on veut que nos commerciaux
s'occupe bien de nos clients, il faut bien s'occuper de nos commerciaux. Donc il y a une évolution aussi du métier de manager. Enfin, complètement. Ouais, je partage complètement ça. Pour moi, je suis dans mon parcours, le sport a une importance dès le départ, et cette notion de sport collectif en particulier. Et moi, j'essaye vraiment j'irai pas de faire la même chose, mais de m'inspirer en tous les cas de ce que j'ai vécu dans le sport collectif, parce que quand on réfléchit bien, on vit à peu près les mêmes moments. On vit des victoires, on vit des défaites, des moments où on sent peut-être qu'on n'a pas fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et moi, j'aime bien cette idée de pouvoir gérer une équipe de cette manière-là. Et aussi dans l'idée, j'aime bien cette idée-là. En tous les cas, mes années chez Marmara m'ont un peu forgé cet esprit-là. C'est une équipe ne vit pas qu'avec une ou deux stars, ça marche pas comme ça. Les très très bonnes équipes, on s'en rend compte, c'est souvent une équipe qui est homogène. Voilà. Et ça, c'est important. J'aime bien cette idée d'avoir des personnalités différentes, mais pas forcément des gens qui se mettent en avant. Après, il y en a qui ont des performances meilleures que les autres, mais je pense qu'on avance bien que si on est vraiment tous unis. C'est un peu le mot du moment, mais c'est réel. C'est vraiment ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé. En tout cas, moi, je l'ai vécu là sur les quasiment 13 années que je viens de passer chez Asia. C'est vraiment la proximité. Ouais. Dans la fonction du directeur commercial, nos clients, notamment réseau et agence, attendent de nous beaucoup de proximité. On n'est pas uniquement sur le banc, pour reprendre l'image du foot, à regarder le match se dérouler, on est aussi sur le terrain. Vous êtes joueur. Voilà, on est joueur sur le terrain avec nos équipes, auprès de nos équipes et surtout auprès de nos clients. C'est vraiment ce qu'attendent aussi la distribution, ce qu'attendent nos clients, ce qui nous permet nous d'être réactifs. On se doit être hyper rapide. On parlait d'adaptabilité tout à l'heure, de rapidité. On attend beaucoup de disponibilité de notre part et on ne peut apporter cette disponibilité-là, cette rapidité-là dans la mise en place d'opérations, d'un plan d'action commerciale avec les agences, de solutions à trouver sur des dossiers qui pourraient être compliqués. De réponse aux demandes. De réponse au quotidien. Des agences de voyage. Et au-delà de ça, de gestion de situations de crise. Oublions pas aussi qu'on est les premières interfaces concernées. Quand il y a une situation de crise, un volcan à Bali qui fait des siennes, un coup d'État, Irma qui passe au-dessus des Caraïbes, on se doit être hyper disponible, hyper réactif, trouver des solutions, réunir très vite nos équipes, pédagogues, absolument, vis-à-vis aussi des agences pour qu'elles-mêmes aient les mots pour leurs clients. Donc ça suppose qu'on soit proche du terrain, proche de nos équipes, proche de nos clients, donc hyper dispo et capable effectivement de réagir rapidement. Alors j'avais une petite question pour vous trois. Bon, Jamel, tu es dans un cas un petit peu différent, donc j'y reviendrai après. Dans les agences de voyage multimarques, alors peut-être que chez les agences les TUI Store, c'est un petit peu différent. On a une offre de brochures assez complète. Je pense qu'il y a en moyenne à peu près 25 marques représentées au moins minimum, voilà. Comment vous faites pour vous différencier, justement ? Comment, toi, en tant que spécialiste Asie, tes équipes vont défendre votre côté spécialiste, toi, ton spécialiste US, par exemple, versus un généraliste qui va avoir une offre, enfin, un multidestination, c'est ça ? Un multispécialiste qui va avoir une offre pléthorique. Comment vous allez réussir à vous différencier parmi les mastodontes? D'abord, le terme de différenciation, c'est stratégique. Quand on s'appelle visiteur, quand on s'appelle Asia, qu'on a fait le choix d'être véritablement des spécialistes, voire des hyper spécialistes, sur des régions bien précises, sur une typologie de produits, la différenciation est notre obsession au quotidien. Ouais. Qui dit différenciation, ne dit pas non plus d'être hors marché. Donc le sujet déjà, c'est d'être différent, tout en étant évidemment dans le marché. Mais être différent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apporter d'abord une profondeur d'offre beaucoup plus large que ce que ferait un généraliste. Ça veut dire une variété de produits à destination, une variété hôtelière, une variété de scénarios, de façons de découvrir un pays, de visiter autrement, au plus proche des gens, évidemment, des habitants. Donc une façon de scénariser finalement de programmation qui va aller beaucoup plus loin, qui permettra aux clients évidemment d'avoir une rencontre intime avec la population locale. Ça va être aussi bien sûr une capacité à proposer du stock et de la disponibilité sur des périodes très chargées, ce qui ne sera pas forcément possible quand on est un généraliste. La qualité des accords, l'historique de nos accords avec nos partenaires nous permet évidemment d'obtenir peut-être dans de meilleures conditions et plus rapidement du stock à destination sur des hôtels bien précis ou des destinations compliquées. Et puis au-delà de ça, c'est une différenciation sur les services. La façon dont on va accompagner le client, accompagner l'agent avant, par les outils de réservation qu'on va lui mettre à disposition, via les B2B notamment, les plateformes,
on en reparlera avec Jamel. Et puis évidemment tous les services qu'on mettra à destination, à dispo, que ce soit de l'assistance 24/24, que ce soit de téléphone portable à l'arrivée comme on le fait beaucoup chez Asia, que ce soit aussi un suivi de l'ensemble du voyage du client, une capacité à modifier son voyage en temps réel à destination. Quand on a des réceptifs sur place évidemment qui connaissent et qui sont en contact avec nos clients, ça permet d'adapter tout de suite la demande du client à destination pour éviter ensuite évidemment que ça crée un éventuel litige, voire même d'enrichir la proposition à destination. Et puis au-delà de ça, un suivi de la vente et une capacité à fidéliser le client. Se recruter un client en agence, c'est pas très compliqué. L'intérêt d'un Théo spécialiste, c'est d'apporter la solution pour que le client soit fidélisé à l'agence. À l'agence et à la marque. Via le service, via l'offre, via le produit que va apporter le Théo. Non, mais c'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que nous, on a deux modèles économiques chez TEI. Donc j'entends tout ce que dit Guillaume, et c'est pas de la fausse modestie. Vraiment, il y a deux valeurs étalons pour moi. Là, à cette table, il y a Asia et Visiteur. On en parle souvent en interne, et sur ce qu'on appelle, nous, la partie spécialiste. Vraiment, on essaye de tendre vers ce qu'ils font. Je le répète, c'est pas de la fausse modestie, mais parce que, j'y reviendrai après, nous, on a un deuxième modèle économique derrière qui pèse très très lourd. Donc on essaie de s'en inspirer. On a des marques, je dirais, emblématiques, qui sont effectivement Nouvelles Frontières, qui sont Passion des Îles. Donc, oui, bien sûr, l'assistance du client, le plateau de réservation que nous avons à Lyon, notamment pour Passion des Îles, est fondamental. Voilà. Mais on ne peut pas. On a un système informatique et un seul. C'est compliqué d'adapter un système informatique à deux modèles. Et je parlerai du modèle de l'autre modèle. Donc aujourd'hui, on est en phase de stabilisation, il y a des choses qu'on doit améliorer, et je dirais que Visiteur probablement et Asia ont pris de l'avance sur nous, et on va faire en sorte d'essayer de la rattraper. Donc aujourd'hui, sur ce modèle-là, on est, je dirais, parce que je trouve que c'est fabuleux on est des outsiders. D'avoir le leader du marché qui dit que des Théo spécialistes plus modestes en taille sont des exemples au niveau IT. Bon, on parlera très, très vite de la place de marché d'Amadeus, mais c'est absolument fabuleux de voir que le Théo niche, entre guillemets, sans que ce soit offensant, puisse être vraiment leader au niveau technologie, nonobstant des moyens différents. C'est le cas, ils ont cette agilité qu'on n'a pas encore, on va l'avoir parce que voilà, il y a quand même des moyens. Bon, en revanche, là où effectivement je regonfle un peu les muscles, c'est qu'on a aussi et surtout à 75% un modèle qui est un modèle engagé. Je vous donne 2-3 chiffres, on a 800 000 sièges engagés pour l'été 2017 sur le territoire français, ça représente à peu près 5400 avions. Donc qui sont totalement engagés par TEI avec des appareils de TEI qui sont des avions de TEI Fly en fait. On a 6 appareils basés sur les plateformes aéroportuaires françaises. Donc là effectivement c'est un autre modèle. Et derrière 83 clubs, Lukea, Club Marmara. Voilà, donc effectivement on représente aujourd'hui une force. Et je dirais que ce modèle-là on le maîtrise mieux parce que ça fait des années effectivement que nous sommes présents. La concurrence est là aussi, mais pour le coup là on est vraiment leader sur ce marché-là. Donc moi aujourd'hui, ma complexité et celle de mes équipes, c'est de gérer ces deux modèles en même temps. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, juste une chose, vous rentrez dans une agence de voyage, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous avez une profondeur d'offre aujourd'hui dans la gamme TEI qui est juste énorme. Et j'ai pas évoqué, parce qu'on n'a pas le temps, les hôtels et clubs TEI, les concepts qui viennent du groupe TEI, d'Allemagne et d'Angleterre, les Sensimar, les Sensatori, les Splash World et ainsi de suite, qui là pour le coup on parlait de différenciation, sont des hôtels, des formes, des expériences de vacances uniques. Et ça, effectivement, ça se rajoute aussi à la gamme. Donc voilà, moi, je le répète, on y arrivera, mais ça prendra plus de temps, parce qu'effectivement, on a une profondeur d'offre qui est considérable. Jamel, je crois que la tendance quand même dans les agences de voyage, et je peux me tromper, vous n'hésitez surtout pas à le dire, est à la création de packages en évitant les tours opérateurs quelquefois. Et c'est vrai que c'est une tendance lourde. Moi, je le vois dans ma fonction de dirigeante de Visit California. On a énormément d'agences qui nous disent j'ai tel circuit ou tel itinéraire à effectuer, je voudrais tel et tel conseil. Donc comment tes équipes, au-delà de la techno, parce que bon, la techno, ok, alors est-ce qu'elles sont dédiées à expliquer la techno ou est-ce qu'elles vont dans l'apport service pour l'agent de voyage? Est-ce qu'il est capable de créer son propre package avec ta technologie ou
pas? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une tendance c'est une tendance qui se développe beaucoup. Tu as parlé du modèle, on va dire, affréteur. Oui. Effectivement, c'est un modèle qui était le modèle historique, je pense, de la production. Hein. C'est Théo, et qui continue à être le modèle, je dirais, pour beaucoup quand même, hein, parce que je pense même, sans vouloir m'avancer, le modèle majoritaire. Parce que l'intérêt pour volume, oui. En volume, l'intérêt pour un Théo, c'est quand même d'avoir de la capacité pendant les hautes saisons. Et donc le seul moyen de l'avoir, c'est évidemment en ayant soit des allotements, que ce soit chez les compagnies aériennes, mais aussi chez les hôteliers, soit avoir sa propre production de bout en bout, telle que le maîtrise TUI. C'est un modèle qui peut être très rentable si tout fonctionne bien et qu'on vend tout. Ils ont beaucoup de coûts fixes. Mais si ça marche bien, ils peuvent être très très rentables, beaucoup plus que quelqu'un qui est dans la création. Maintenant, ce qui se passe effectivement, alors il y a des acteurs qui sont hybrides maintenant, qui font du package dynamique justement pour être moins contraints par ces allotements, ces affrètements, parce que c'est du risque. Les engagements, il faut les vendre après. Donc il y a ce modèle qui se développe, et ce modèle s'accompagne évidemment de solutions technologiques qui sont qu'on appelle généralement le package dynamique. Alors ce besoin, il existe chez les gros, mais aussi beaucoup chez les petits et chez les agences qui font de la distribution. Et il s'adresse à différents acteurs pour le faire. Les challenges, quels sont les challenges pour avoir du dynamic packaging? Le premier challenge, c'est le contenu. Le contenu, c'est clé, c'est le nerf de la guerre. Avoir les bons sièges avec les bonnes compagnies aériennes, que ce soit les compagnies legacy, les hybrides ou les low cost, beaucoup les low cost, surtout quand on parle de moyen courrier ou de court courrier. Le contenu hôtelier, qui est hyper fragmenté. Et après, c'est la technologie. La technologie, quels sont les besoins? Le premier besoin, c'est les outils de caching. Caching pour pouvoir construire les offres. Ça veut dire Caching, c'est c'est les caches, en fait, les caches de prix. Donc l'objectif, c'est d'avoir les caches de prix pour pouvoir répondre de manière très rapide au client. Le client, vous savez, quand vous êtes sur Internet, si vous faites une requête qu'elle dure plus de 3 secondes, en général, vous zappez, hein, vous n'allez pas attendre 15-20 secondes. Il faut que ce soit très rapide. Pour répondre de manière très rapide à un client sur une demande, je vais aller par exemple, je sais pas moi, à l'île Maurice. Il faut que vous lui donniez les dispos, un prix global qui inclut les vols avec les prix garantis, l'hôtellerie, tout ce qui est terrestre, les excursions, etc. Donc pour pouvoir faire tout ça, il faut l'assembler avant, le préparer avant. Pour le préparer avant, il faut avoir les prix. Les prix des hôtels en général, vous les avez puisque c'est vos outils à vous, ils sont chargés en local, les Théo. Sinon, il faut aller chercher ça dans les bases hôtelières. Mais c'est surtout l'aérien. Notre challenge à nous, c'est pouvoir, parce que pour aller à l'hôtel, il faut pouvoir, pour pouvoir vendre l'hôtel, il faut pouvoir y aller. Et le transport, c'est vraiment le sujet clé. Donc nous, ce qu'on construit, c'est des bases de données avec des milliards et des milliards de prix hôteliers pour pouvoir répondre à une demande qui est celle des Théo ou des distributeurs, de construire des offres sur, on va dire, des centaines, voire des milliers de destinations potentiellement dans le monde, sur une période allant de 0 à 1 an, hein, et avec des prix qui incluent les prix avec différentes gammes. On va dire la gamme business, prestige, la gamme moyen, et puis la gamme moyenne, et puis la gamme low cost. Donc ça veut dire, si vous faites le calcul, il y a des millions de combinaisons, voire des milliards de combinaisons. Donc le challenge d'Amadeus, c'est d'investir dans la technologie pour supporter ce besoin, pour que le client final, il puisse avoir accès via un Théo, via une agence de voyage, à un prix exact, n'importe quel moment de l'année, sur n'importe quelle destination dans le monde. Ça permet au Théo de construire des calendriers, vous savez, les fameux calendriers de prix, où je dis par exemple je vais aller à Maurice et on vous donne des prix sur 3 mois, incluant le vol, le terrestre, l'hôtellerie, la possibilité de faire des upgrades. Donc tout ça, ça implique d'avoir des solutions qui permettent de calculer en amont les prix de l'offre complète. Patrice, tu vois un champ d'inquiétude pour un Théo spécialiste à la carte. Bon, alors chez toi, il y a 2 parties. Il y a la partie groupe à la carte et gire. Beaucoup de choses, oui. Donc, voilà. Et la partie vraiment à la carte, individuelle. Vous êtes en conflit d'intérêts tous les deux? Oui. Alors déjà, chez Visiteur, on fait 50% des ventes en groupe.
Donc c'est un marché encore bien différent. 50% des ventes en individuel, et dans ces ventes individuelles, on fait encore 65% de nos ventes en circuit accompagné. Et donc le reste, 35%, on a la carte. Le à la carte, c'est pas l'arrivée d'un acteur comme Amadeus qui nous inquiète. Ça fait, je crois, plus de 10 ans aujourd'hui qu'on assiste à un changement de configuration dans les agences de voyage, dont le modèle rêvé est de produire tout elle-même pour marger à 20, 22, 25% en enlevant un intermédiaire. Jusque-là, tout va bien. Je dis oui à 100%, mais quand on s'intéresse de près au métier d'agent de voyage, au quotidien d'une agence de voyage, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques, puisqu'on ne peut pas anticiper qui va pousser la porte d'une agence de voyage. Quelle va être la demande de l'agent de voyage. Donc l'agent de voyage va pouvoir en une journée gérer peut-être une demande de spectacle, peut-être une demande d'aller à Disney, un séjour, un circuit à la carte sur la Birmanie, un hôtel club à l'île Maurice. Voilà, donc l'agent de voyage va passer dans une journée, dans une semaine, à pléthore de demandes bien différentes. Donc il ne peut pas devenir un spécialiste sur une zone en particulier ou un type de voyage en particulier, sauf s'il décide lui-même de se spécialiser. Et dans ce cas-là, on assiste à des modèles type Voyageurs du Monde ou Amplitude dans le Sud-Ouest, qui eux revendiquent clairement du pur B2C en s'adaptant à une vie auprès des réceptifs. Donc ça fait 10 ans qu'on assiste à cela, via des bed banks, via l'arrivée des réceptifs, avec des plateformes ou pas. Et ça fait 10 ans qu'on assiste à des évolutions au moins 2 chiffres, enfin au moins 10% et 15% tous les ans chez les spécialistes du à la carte. Donc ça prouve bien que il y a plusieurs façons de répondre à la demande du client lorsqu'il y a une demande en sur-mesure. Et je crois qu'aujourd'hui, notre force chez Asia et chez Visiteurs et chez d'autres partenaires, d'autres confrères, c'est d'avoir ce discours d'expert, cette capacité à accompagner l'agence dans son devis, cette capacité à accompagner l'agence même dans l'organisation d'événements dans l'agence ou en privatisant un restaurant ou une salle. Et c'est là qu'on intervient, et je reviens sur la question de tout à l'heure, sur qu'est-ce qui vous différencie. Je crois qu'il y a dire qu'on est un spécialiste. Tout le monde peut dire « je suis spécialiste », et puis il y a le prouver. Et je crois que sur le marché, on arrive quand même à prouver, au travers d'équipes passionnées et qui planchent toute l'année sur les destinations, on arrive à prouver qu'on est spécialiste et qu'on peut y arriver. Donc oui, c'est un acteur de plus, un concurrent de plus, mais je reviens à la première question, c'est que le directeur commercial et l'ensemble des équipes doivent s'adapter. Merci monsieur. Oui, j'adhère complètement à ce que vient de dire Patrice. Il faut garder à l'esprit que le package dynamique permet de répondre à des demandes relativement simples. Encore une fois, c'est ce que disait Jamel, c'est la demande, vol, transfert, hôtel, éventuellement un autotour, aujourd'hui il y a des plateformes qui permettent de faire ça aussi, sur des demandes itinérantes à la carte. Comme le dit Patrice, on n'est pas sur la demande simple, et on n'est en tout cas pas sur la demande qui peut se traiter aujourd'hui intégralement via un support techno. Sur une demande à la carte complexe, on a besoin, comme l'a dit Patrice, de spécialistes, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'une réponse experte, et on a besoin surtout de coller vraiment au plus près à l'attente du client. Donc on ne peut pas lui proposer une solution toute faite, toute packagée, qui serait réduite à un vol, un transfert, un hôtel. On a une réponse plus complexe, plus travaillée. Aujourd'hui, les Théo, Asia en fait partie, ont développé aussi des solutions technologiques pour répondre non seulement à la demande simple, vol, transfert, hôtel, mais à ce que décrivait Jamel, qui était cette solution de caching. Alors, on peut acheter aujourd'hui chez Asia, par exemple, des circuits privés en dispo immédiate sur le site B2B d'Asia, sans même passer par la réservation, sans avoir besoin d'attendre au téléphone. Sans passer par GDS, ni Orchestra, ni n'importe quelle solution. La plateforme est reliée au GDS. D'accord. Donc ça permet directement sur le B2B des Théo, merci beaucoup, et notamment le B2B d'Asia, d'avoir accès à une batterie à peu près aujourd'hui d'une 40aine de circuits privés, donc qui sont de l'itinérance, qui permet de faire un beau voyage à la carte, avec différents niveaux de catégories hôtelières par exemple, qui peut ensuite éventuellement s'agrémenter d'extensions, balnéaires, culturelles, etc., pour avoir une solution de caching en vente immédiate, puisque Jamel a raison, le sujet au-delà des plateformes, etc., c'est comment est-ce qu'on est capable d'apporter du stock immédiatement à l'agence, quelle que soit sa demande, que ce soit une demande simple ou une demande complexe. Le sujet, il est là. Donc ces solutions technologiques nous le permettent, effectivement, et ces solutions sont mises en place, évidemment, chez des Théo de taille majeure, et sont mises en place également chez des Théo spécialistes, comme c'est le cas chez nous. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le besoin à la solution Dynamic Packaging, qui veut dire beaucoup de choses, c'est assembler de manière dynamique
un ou deux, enfin au moins 2 composants, en général le vol et le terrestre, hôtel, et proposer un prix global au client, ça veut dire ça, le packaging, ça répond à une demande d'instantanéité, de comparaison, de transparence du client. Le client, il a beaucoup d'offres, il a accès à beaucoup de marques, il peut aller sur des sites d'information, par exemple le Routard, Lonely Planet, ou des guides sur le net pour construire son voyage. Et il veut pouvoir savoir combien ça coûte. Et donc le Dynamic Packaging permet de répondre à ça en fait. Il permet de répondre à ça rapidement. Ce qui ne veut pas dire que c'est en opposition à la carte ou au circuit. Parce que quand vous vendez un circuit, moi je travaille avec beaucoup de Théo, il y a beaucoup de Théo qui utilisent nos technologies aussi en termes de solutions d'inventaire. On a des solutions avec Gestour, qui est une filiale du groupe Amadeus, qui fournit des solutions d'inventaire pour les Théo. Donc ce qu'on voit, c'est que les Théo, ils vendent, même quelqu'un qui fait du à la carte ou du sur-mesure, il va faire 80-70%, il va vendre globalement toujours la même chose. Et après, ces 80-20, il va les adapter pour répondre aux 20% restants. C'est-à-dire, c'est la durée qui change, des fois, c'est les excursions, c'est l'itinéraire, les dates. Mais globalement, on va dire que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais à peu près 80%, c'est une base commune. Vous vendez, je pense, même quand vous faites des circuits, 80% de choses communes. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, ce serait ingérable pour vous. Et c'est pour ça que vous pouvez automatiser une certaine partie. Donc le challenge, c'est aussi, dans le cas du sur-mesure et du à la carte ou des circuits, et on travaille avec beaucoup d'acteurs qui font ça, c'est de prédéfinir dans un système les circuits, 80, répondre aux clients sur une tarification qui soit exacte sur ces 80% et donner aux clients la possibilité, alors dans l'idéal, de customiser online ou de se faire appeler, ou d'appeler directement le Théo, le producteur, pour justement répondre à ses besoins sur les 20% restants. Les 80, ce qui vous intéresse, vous, c'est que là, vous avez un client qui arrive, qui est qualifié, il sait ce qu'il veut, il connaît votre produit, il sait où il veut aller, et vous avez juste besoin de le faire basculer vers l'achat. Et là, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée du spécialiste, qui connaît la destination, qui connaît les partenaires sur le terrain, qui a une expérience de plusieurs années, et c'est là qu'il va rentrer en jeu pour justement finir d'aider le client à construire son voyage. Et je trouve que c'est la beauté de la technologie permet de faire ça. Donc ça permet de qualifier le client, ça permet de pouvoir gérer beaucoup plus de volume, ça permet d'accompagner la croissance des Théo. Parce que si vous faites tout au téléphone, à la main, on ne parle pas. Moi, je vois beaucoup de Théo qui me disent, soit j'ai des problèmes de capacité, c'est-à-dire il n'y a plus assez d'hôtels dans la destination que je vends, ou les destinations que je vends, dans les saisons qui m'intéressent, c'est la haute saison, soit j'ai mes lignes j'ai du mal à recruter, mes lignes sont saturées, donc je perds des clients. Et là, on voit que c'est dommage. Et la technologie est là pour ça aussi. Elle permet aussi à un Théo spécialiste d'élargir son offre. En faisant du dynamic packaging, tu continues à te renforcer sur ton domaine de compétence et la spécialité, mais ça te permet d'ouvrir de nouvelles destinations, de nouveaux canaux, sans investissements lourds, on va dire, en termes de production, de spécialistes, de recrutement. Voilà. Donc, si j'ai bien compris votre propos... Vous êtes d'accord ou pas ? Totalement. Je voulais rebondir, ça me semble très intéressant ce que vous dites, et notamment en matière de formation. Donc, vos équipes à vous, elles doivent être techno, spécialistes de leurs produits, spécialistes de leur destination, pluriel ou plus singulière, spécialistes de la vente, et transmettre spécialiste de la relation commerciale. Et transmettre tout ce savoir aux agences de voyage. Alors, c'est quoi le plan là ? C'est quoi le plan ? C'est difficile de s'entourer, de bien s'entourer, mais on y arrive. On y arrive, et c'est ce qui rend le métier passionnant, c'est cette diversité, c'est que effectivement cette image du tour opérateur à l'ancienne a disparu ou a tendance à disparaître. Et aujourd'hui, il faut être multicarte. Voilà, multicarte sur beaucoup de domaines. Et c'est ce qui fait la différence aussi par rapport à ta question initialement. Merci infiniment. Merci. Nous, on se retrouve pour la table de la quotidienne numéro 27. Ça sera en 2018. Bonne fête de fin d'année. À très très bientôt. Bye bye.
Merci.